Et on va remonter donc très, très loin, je le disais, 1937 puisque l'histoire que l'on va raconter, aujourd'hui revient sur une décision qui a été prise, il y a quelques semaines en fait, hein, concrètement. Alors on remonte le temps là pour le coup, mais pas de beaucoup, mais on va parler de choses qui sont très, très lointaines puisqu'il y a quelques semaines, il a été décidé de manière officielle de rendre officiel, donc plutôt dans le bon ordre, le titre comme titre national, comme titre de champion du Brésil, la victoire de l'Atlético Mineiro à un tournoi qui a été organisé en 1937. Alors on va revenir dans un instant sur ce tournoi, sur ce que c'était. Auparavant, Marcelin, on va essayer d'expliquer comment et pourquoi on en est arrivé à cette décision, à quel moment on s'est dit, enfin voilà, la question du pourquoi on commence à se poser la question de savoir si un tournoi de 1937 doit être considéré comme un championnat du Brésil. Oui, alors dans l'histoire, très longtemps, le premier Brasileirão, qui était connu sous le nom de Campeonato Nacional de Clubes, a eu lieu en 1971 et c'était aussi l'Atlético Mineiro qui l'avait remporté. Et puis en 2021, l'Atlético Mineiro remporte son deuxième Brasileirão, donc 50 ans plus tard. Et à cette époque, le président Sergio Coelho, il annonce vouloir que donc, ce tournoi de 1937, qui est appelé Torneio dos Campeões, soit reconnu comme un Brasileirão à part entière, et donc que le club soit considéré tricampeão 1937, 1971, 2021. Et c'est un souhait qui était largement soutenu par les supporters. À l'époque, sur Twitter, on voyait tous les supporters du Gallo qui avaient les trois étoiles avec les trois dates. Donc, c'était une campagne soutenue vraiment par les supporters. Hop, et je vais l'afficher. Vous voyez, là, ici, un exemple avec le coq et les 3 étoiles. Je la trouve très, très belle, cette image. Mais bon, bref, voilà. C'était une parenthèse. Justement, voilà, tu le disais, tu l'expliques, il y a ce tournoi de 1937. Alors, c'est quoi ce tournoi concrètement, ce tournoi de 1937? Alors, donc, c'est le Torneio dos Campeões qui a été créé par la FBF, donc la Fédération brésilienne de football, qui est une fédération qui a été fondée en 1933 et qui autorise le professionnalisme. Donc 1933, c'est l'officialisation justement du professionnalisme au Brésil, même s'il y a encore des conflits. Il y a de nombreux clubs qui adoptent à cette période le professionnalisme et qui vont donc disputer ces compétitions de la FBF. Il y a une autre fédération qui est donc la CBD, qui est l'ancêtre de la CBF d'aujourd'hui, qui, elle, est la fédération reconnue par la FIFA et qui refuse encore le professionnalisme, mais par contre qui appelle les joueurs en sélection. Quand on parlait par exemple dans le mag numéro 3 sur la Coupe du Monde 1934, il y a tout ce conflit entre ces deux fédérations. Et donc, il y a la moitié des joueurs du Botafogo qui vont aller à la Coupe du Monde parce que Botafogo est encore amateur. Donc, on a deux fédérations distinctes avec plusieurs clubs, même si tous les grands clubs, quasiment tous les grands clubs, ont rejoint le professionnalisme. Et donc, en 1937, la FBF va reprendre une idée de la CBD qui avait organisé en 1920 un championnat brésilien des clubs champions. Donc, à l'époque, enfin, encore aujourd'hui, il y avait les championnats d'État. Et la CBD crée un tournoi entre les champions de Rio, São Paulo et Rio Grande do Sul. Donc, on a quasiment les plus importants. Et à l'époque, c'était le Paulistano, où il y avait Arthur Friedenreich, donc le grand joueur des années 1910-1920, qui avait gagné en battant Brasil de Pelotas et Fluminense aussi. Et donc, en 1937, la FBF va reprendre ce système avec 6 équipes. Donc, il y a l'Atlético Mineiro, forcément, qui avait gagné le championnat Mineiro en 1936. Fluminense, qui a gagné le championnat Carioca. Et aussi la Portuguesa, qui avait gagné le championnat Paulista, qui était organisé par l'APA. Donc, il y avait deux fédérations brésiliennes qui s'opposaient sur le professionnalisme. Et à São Paulo, on retient aussi deux fédérations, une professionnelle, une encore amateur, et avec chacun qui va organiser chacun son championnat. Et tous les grands clubs vont aller plutôt dans le championnat de la LPF, donc la Liga Paulista du football, qui était soutenue par la CBD. Bon, c'est un peu C'est compliqué, hein. compliqué. Mais alors, mais c'est vrai que toutes ces périodes-là, et t'en parlais, hein, on le voyait déjà dans le Primera Bola, hein. Il y a des fédérations qui se créent de partout. Il y a des, enfin voilà, et tu vois, ça fait aussi un petit peu le parallèle avec Maracanazo, c'est que
on est quand même dans cette première partie et cette première moitié de siècle dans des combats systématiques entre une fédération, les mecs sont pas contents, vont créer une autre fédération, tout le monde se tire la bourre. Et c'est valable partout du côté des Amériques, en particulier, bon, c'est des sujets qu'on connaît un petit peu le mieux. Jérôme parlait de l'Amérique du Nord, les années 30 sont terribles pour les États-Unis, puisqu'il y a des fédérations qui implosent de partout. Mais voilà, faut garder à l'esprit que c'est des périodes où il y a des scissions quasi permanentes en fait. Et le professionnalisme, tu l'as dit, il arrive en 33, mais c'est vrai que on est qu'au début, donc forcément, ça continue à se bagarrer un petit peu, hein. Ouais, la période de trou, c'est en 1933-1937. Après, bah, justement, le championnat de l'APA va s'éteindre. Mais tout ça pour dire que la Portuguesa, en fait, c'est le club qui est retenu pour São Paulo, mais c'est loin d'être le club majeur. Et après, il y a aussi comme équipe Aliança, donc qui est champion Fluminense en 1936. Donc c'est l'État de Rio de Janeiro, mais pas les clubs de la capitale. Donc là, c'est un championnat mineur. Et, il y a Liga da Marinha, donc il y a très peu d'informations sur cette équipe, mais c'est une équipe du district fédéral, donc de la capitale qui était Rio de Janeiro à l'époque, qui est invitée par la FBF, mais c'est une équipe du gouvernement, ils ne vont pas disputer d'autres compétitions. Donc Aliança gagne ce premier match et affronte au deuxième tour Rio Branco, donc qui est le champion Capixaba, donc c'est l'état de l'Espírito Santo. Rio Branco, c'est le plus grand vainqueur de l'histoire du championnat Capixaba, mais sur le Brasileirão, depuis 1971, ils n'ont jamais disputé la Série A, donc c'est aussi là un club très modeste, mais qui va battre Aliança pour se qualifier pour ce quadrangulaire final, donc avec la Portuguesa et les deux favoris, l'Atlético Mineiro et Fluminense, qui entrent à ce stade de la compétition. Et c'est une compétition très rapide qui a joué en aller-retour. L'Atlético Mineiro débute par une défaite 6-0 contre Fluminense, mais ils se rattrapent ensuite, ils vont battre Fluminense 4-1 au retour, et ils sont champions après une victoire sur la Portuguesa. Donc c'est un championnat très rapide, 6 matchs, l'Atlético Mineiro en gagne 4, un nul, une défaite. Et voilà, c'était la fin déjà du championnat, donc quelque chose d'assez... Ouais, bah après c'est une sorte de maxi trophée des champions en fait. C'est ça, ouais. Donc forcément, c'est ça peut pas être très long. Oui, mais il y a quelques journaux de l'époque qui vont parler de l'Atlético Mineiro de champion brésilien. C'est un peu sur ça que le président va s'appuyer pour essayer de rendre ce tournoi équivalent à un Brasileirão. Mais voilà pour comment s'est déroulé le tournoi. Ouais, voilà à quoi ressemblait ce fameux tournoi de 1937 qui fait débat, hein, ce tournoi-là qui a fait débat et qui fait encore débat, hein. Et on parlait tout à l'heure de l'appétence que l'on a tous les trois, hein, sur le côté historique, replongé dans le passé et tout. Cette appétence, elle est partagée par les footballs sud-américains, je trouve, hein, qui ont beaucoup tendance à s'écharper et à regarder les causes historiques, revenir sur les trophées. On va y venir dans un instant, justement. On parle du Brésil, mais ça peut être valable partout. Je vais pas lancer Jérôme sur le décanato, mais, ça, voilà, ça mérite une émission à lui tout seul, tellement c'est fascinant de les voir s'écharper là-dessus. Mais donc voilà, ce tournoi de 37 que tu viens de présenter fait débat. Tu l'as dit, le premier championnat, il arrive en 71. Tu en as déjà pas mal parlé, hein, sur Hello, que ce soit dans les mags, surtout dans les mags d'ailleurs, je crois, de 71. Il y a peut-être quelques articles sur le site aussi. Peut-être, je suis pas sûr. Mais bref, donc, si 37 refait débat, c'est parce qu'il y a eu plusieurs combats qui ont été menés, qui ont donc été gagnés, pas pour ce tournoi-là, mais pour d'autres compétitions d'avant 71, qui, elles aussi, ont été l'objet de débats et qui ont emmené des décisions et des officialisations de reconnaissance, on va dire. Oui, je pense que sans ça, ça n'aurait pas pu avoir le titre de 1937. Ça part en 1910 avec un journaliste supporter de Santos, Odir Cunha, qui va monter un dossier pour faire reconnaître la Taça Brasil et le tournoi Roberto Gomes Pedrosa comme des éditions du Brasileirão. Donc ouais, j'en parlais pour le début du Brasileirão 71 dans le mag numéro 6 et sur la Taça Brasil 1959, donc la première, dans le mag 17. Donc on va rappeler rapidement, en 1960 il y a la Copa Libertadores qui est créée et le Brésil n'a pas de championnat national à l'époque. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui a la taille d'un continent, et puis les transports de l'époque ne permettent pas d'avoir un long championnat, et aussi parce que jusque dans les années 60, le foot au Brésil c'est Rio et São Paulo, il y a tous les grands clubs, tous les grands joueurs jouent là-bas.
Donc, il n'y a pas de championnat national jusqu'à cette Taça Brasil qui est créée en 1959, avec d'ailleurs un principe similaire au tournoi dos Campeões de 1937. Et aussi ce qui avait été fait par la CBF en 1922, mais avec les sélections d'État à l'époque. Pareil, c'était quelque chose de très important à l'époque. On avait les sélections des meilleurs joueurs de Rio, de São Paulo au début. Après, il y a eu d'autres sélections d'État. Mais en gros, on avait des matchs par région, enfin par État voisin, ensuite par région, et après, les clubs de Rio et de São Paulo entraient en demi-finale directement. C'était le fonctionnement de la compétition qui avait du coup un désavantage, c'était de qualifier un seul représentant par État, comme c'était le champion d'État. Donc comme tous les grands clubs étaient à Rio et São Paulo, ça excluait beaucoup de clubs. Ensuite, en 1966, il y a 3 facteurs qui vont changer le foot brésilien. Il y a d'abord l'élimination au premier tour à la Coupe du Monde, qui était une surprise, mais le Brésil est dépassé par les autres footballs. J'en parle dans le dernier mag. Il y a aussi Santos qui avait remporté les 5 dernières Taça Brasil, donc cette compétition nationale, qui en 66 est battue 6-2 par Cruzeiro en finale aller. Donc pareil, c'est une révolution. J'en parle dans le mag 19 ce coup-ci. Et puis enfin, les moyens de transport et l'avion qui vont se développer. Donc il y a toute une remise en question du football brésilien. Et un nouveau tournoi qui va être créé, donc le tournoi Roberto Gomes Pedrosa, qui est créé en 1967. Là, il reprend le principe du tournoi Rio-São Paulo, qui était un tournoi avec 10 clubs seulement, 5 de Rio et 5 à São Paulo, donc qui était un tournoi très, très prestigieux et très disputé parce que il y avait tous les grands talents qui jouaient dans ces clubs-là. Et d'ailleurs, le tournoi Roberto Gomes Pedrosa, début, va être organisé encore par les fédérations de Rio et de São Paulo, mais ils vont inviter les 2 grands clubs de Belo Horizonte, donc Cruzeiro et l'Atlético Mineiro, et de Porto Alegre, l'Inter et Grêmio, pardon, et aussi Paraná. Donc ça va devenir le tournoi le plus important national parce que il y a justement tous les grands clubs, et la Taça Brasil va disparaître en 68. D'ailleurs, la Palmeiras et Santos qui vont pas la disputer par manque d'intérêt sportif. Donc forcément, à partir de là, ça a annoncé la fin de la compétition. Et on se retrouve seulement avec le tournoi Roberto Gomes Pedrosa, qui va être disputé jusqu'en 70, où là, on a une formule assez simple pour une fois, où on a 20 clubs de 7 États différents, avec une première phase où tout le monde s'affronte, et puis un quadrangulaire final, comme le Brésil aimait bien le faire à l'époque. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose de... Ça commence véritablement à prendre des airs de championnat. On n'est plus à 6, on est à 20, on a tout le monde qui s'affronte. Bon, ça commence à prendre en masse, quoi. Ouais, puis 7 États différents, donc forcément, Ouais. c'est pas tout le Brésil, mais au niveau du foot, on a quand même Ouais, déjà... tu concentres toutes les puissances du foot brésilien de l'époque, quoi. Ouais, donc on a vraiment et puis oui, une formule de championnat. Donc c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un championnat. Et donc ça se joue jusqu'en 70. Et ensuite, il y a le premier campeonato national de clubs. En 71, du coup, on y arrive. Enfin. Mais au final, il n'y a pas de grands changements par rapport au tournoi Roberto Gomes Pedrosa. C'est plus au final un changement de nom. Donc encore, ça fait partie du programme d'intégration nationale à l'époque du dictateur Médici. Ah, il y avait une question de Nostromo sur l'importance des politiques. Alors lui, il parlait pas de Médici, il parlait de Getúlio Vargas sur l'influence de l'organisation du football brésilien. Dans la nationalisation du football, c'est plus Médici, hein. Bon, après, sur Quoique. Getúlio Vargas, la Coupe du Monde 1938, même sur le professionnalisme aussi, mais ouais, surtout en 1938, sa fille était marraine de la sélection, donc il y avait déjà cette utilisation du football. Ouais, mais plus au niveau de la sélection, du coup. Oui, après, ouais, sur les championnats, après le Pacaembu, la construction, Ouais, c'est vrai. c'est lui aussi qui a poussé pour ce stade. Donc on avait déjà ça, après c'est peut-être encore plus marquant pour les années 70. Mais en tout cas, ce championnat-là s'inscrit justement dans cette volonté un petit peu d'exaltation de la nation. Et donc, on a le Brésilien qui arrive en 71, mais il n'y a pas de différence avec le tournoi Roberto Gomes Pedrosa.
Et c'est justement sur ça que va s'appuyer Odir Cunha pour son dossier de 2010. Il revient aussi sur le traitement de la presse de l'époque, qui parle de champion du Brésil. Et donc la CBF va déclarer l'Etaça Brasil, donc de 59 à 68, et le tournoi Roberto Gomes Pedrosa de 67 à 70 comme des éditions du Brasileirão. Donc les grands vainqueurs de cette édition, c'est Santos qui a gagné donc 5 titres de la Taça Brasil et aussi un tournoi Roberto Gomes Pedrosa, et Palmeiras qui avait gagné 2 Taça Brasil et 2 tournois Roberto Gomes Pedrosa, dont en 67 il remporte les 2 compétitions. Donc ils sont double champions la même année. Donc voilà, ils sont aujourd'hui, il y en a 11 maintenant, je crois, des titres, mais il y en a 2 en 67, et c'est ce qui avait un petit peu fait la décision a été reçue différemment selon Ouais. Selon qui a été celui qui en a bénéficié, quoi. Donc les supporters de Santos et Palmeiras étaient très contents. Les autres, justement, ils s'appuient sur 67, comment Palmeiras a gagné deux championnats. Je pense qu'il y avait aussi la volonté d'offrir des titres appelés, puisqu'il n'a jamais remporté le Brésilien à partir de 71. Là, du coup, il se retrouve avec 6 championnats. Je pense que ça a un petit peu compté. Moi, je pense que c'était logique que le tournoi Roberto Gomes Pedrosa soit considéré comme un Brésilien, parce qu'on l'a vu sur la formule ou sur les clubs représentés, il n'y a pas vraiment de différence avec ce qui a été fait dans les années 70. Et je pense qu'en fait, la Taça Brasil aurait dû être considérée comme une Coupe du Brésil, qui a été créée en 89 par la CBF, parce que le tournoi était similaire, on se qualifiait par le championnat d'État. C'est un format élimination directe, c'est vrai que c'est bizarre de dire champion national pour un format de coupe. Et en plus, ça aurait évité justement de nouvelles revendications, puisque si on est champion de la Taça Brasil, est-ce qu'on peut être champion d'un autre tournoi? Voilà, la preuve. Est-ce qu'on peut être champion d'un tournoi de 1937, par exemple? Alors, d'un autre côté, ça donne pas mal d'espoir. Je pense à Jérôme, je pense aux 2 premières étoiles uruguayennes, tu vois? Jérôme, en se replongeant dans l'histoire, en ressortant les archives de l'époque et en faisant un dossier solide auprès de la FIFA, il y a peut-être moyen, avec un bon lobbying dans la presse, de redorer le blason, des 2 premières étoiles uruguayennes, hein. Oh, mais me lance pas sur un truc où tu sais que je vais te prendre une demi-heure, ça dépend. Mais non, mais tu vois, en fait, on parlait de manière générale, tu vois, même par rapport au livre et de manière générale, l'importance de regarder l'histoire et la façon dont c'était traité à l'époque et pas comment ça a été traité depuis. Voilà quoi. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais il faut se replacer toujours, c'est ça le principe dans le contexte avec les yeux de l'époque, où pour l'Uruguay, 24-28 était un tournoi mondial, même si c'était pas une Coupe du Monde de la FIFA, où les matchs internationaux, les matchs internationaux de l'époque n'étaient pas des matchs amicaux. Match amical est un terme qui viendra bien plus tard. À l'époque, c'est des rencontres internationales qui n'ont pas de caractère amical et où il y a des trophées. C'est des trophées, à l'époque, on ne réfléchit pas forcément en championnat très organisé. Donc, il y a des champions continentaux, nationaux, il y a des choses qui existent, mais qui sont difficiles aussi de faire rentrer dans les cases d'aujourd'hui. C'est pour ça que il faut le voir avec les yeux de l'époque. Ouais, complètement. Après, pour répondre à Gaël, oui, les JO de 24 et 28, en fait, hein, les 2 premières étoiles. Mais pour le coup, on n'est pas dans le cadre d'un tournoi amateur organisé dans son coin, hein, sur les JO. On va pas lancer le débat là-dessus, mais voilà. Mais non, on va pas lancer, sinon, effectivement, on en a pour 3 heures. Mais c'est vrai. En plus, on en a déjà parlé. On a fait un podcast sur les 4 étoiles de l'Uruguay. Donc, on a déjà parlé là-dessus. Je pourrais mettre le lien si vous le souhaitez dans la description. Enfin, je le mettrai d'ailleurs, comme ça, les gens pourront aller voir. Mais c'est aussi toute la question qui va se poser par rapport à ce tournoi de 1927, Marcelin. Alors, tu le disais, si on n'avait pas, entre guillemets, donné un caractère championnat officiel à la Taça Brasil, ça n'aurait pas ouvert la porte à toutes les revendications du monde. Parce que le souci qui est posé par toutes ces décisions-là, c'est justement que ça a ouvert la porte à toutes les revendications au niveau des compétitions nationales. Tout le monde s'y met, tout le monde y va à fond, quoi. Oui, du coup, forcément, ça a ouvert la porte. Je vais répondre à une question du chat de Nostro. Ouais, vas-y. Sur comment les spécialistes se basent pour rendre ces compétitions équivalentes à un Brasileirão. C'est surtout le traitement de l'époque. En fait, ils arrivent à trouver une coupure de presse en disant Atlético champion du Brésil. En gros, si t'as un article écrit par un mec qui marque champion du Brésil, c'est bon. Dossier. Sur ce championnat, c'est vrai que moi j'ai bon, maintenant la CBF l'a déclaré Brasileirão, donc on va le considérer comme ça, mais c'est vrai que bon, ça a quand même pas le même poids
qu'un tournoi du Roberto Gomez Pedrosa, par exemple. Et donc, oui, ça a ouvert des portes. Donc, il y a par exemple l'América, donc, qui est un club de Rio, qui est un grand club à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais qui a fait une demande en 2021 aussi à la CBF pour que le titre de la Copa dos Campeões de 82 soit reconnu comme un Brasileirão. C'était un tournoi où la CBF a invité tous les clubs champions d'un tournoi de la CBF, et l'América l'avait gagné, alors qu'ils n'avaient jamais gagné de tournoi de la CBF. Déjà, ça a pas mal. Incroyable. Mais ils avaient disputé 15 tournois de la CBF, et c'était un club régulier du tournoi Rio São Paulo, donc qui est l'ancêtre du Roberto Gomez Pedrosa. Il y avait les 4 de Rio, et après, soit Bangu, soit l'América. Donc, ils avaient été invités, ils avaient gagné. Et ils ont demandé à la CBF que ce soit un Brasileirão. Je crois qu'ils n'ont pas eu de réponse encore. On verra. Mais là, ça va poser d'autres problèmes parce que le Brasileirão existe véritablement à cette époque-là. Là où les autres peuvent s'amuser, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent. Tu vois, sur les périodes antérieures à 71, il n'y a pas d'équivalent. Donc là, on va être dans le combat, voilà, comme on disait, un petit peu de sémantique, d'articles, tout. Là, pour le coup, à partir de 71, le champion du Brésil, c'est celui qui a gagné le Brasileirão. Oui, sauf que du coup... Mais oui, mais ça les empêche pas. Comme tu as eu 67-68, tu as eu Taça Brasil et Roberto Gomez Pedrosa, pourquoi tu peux pas avoir de... Comme diraient les supporters de Toulouse sur un malentendu. Donc, oui, non, ça n'empêche pas de demander. Il y a eu aussi, donc, en 69, un tournoi que la CBF avait créé pour envoyer un représentant à la Libertadores 70. Au final, il n'y aura pas eu de club brésilien à la Libertadores 70, mais il y a quand même un vainqueur qui est Grêmio Maringá, donc un club du Paraná, qui avait gagné ce tournoi, donc qui pourrait aussi demander à ce que ça soit un Brasileirão. Et on voit aussi le débat pour la série B, donc la deuxième division. Parce qu'en 86, il y a eu un tournoi parallèlo. Donc en fait, il y avait 4 groupes et les vainqueurs pouvaient disputer le Brasileirão de la même année. Donc ça pourrait être vu comme une deuxième division. Donc la CBF a autorisé ces 4 clubs champions à revendiquer le titre de série B, mais il faut que la demande soit faite par la fédération d'État. Donc je crois qu'il y a des clubs qui sont en cours pour avoir une série B. Donc ils cherchent la coupure de presse qui atteste du fait qu'ils ont été... Non, mais c'est... Mais vous voyez, alors on en rigole, mais après on pourrait dire, tiens, c'est des petites batailles anecdotiques pour aller gratter une étoile en plus ou des choses comme ça, mais bon, sur des périodes où c'est un petit peu plus compliqué de juger, et Barcelone l'a dit, hein, on va le dire clairement, les périodes avant 71 et même au-delà, c'est du début on va dire de 33 à 71, c'est assez compliqué parce que c'est assez flou du point de vue compétition nationale. Mais c'est vrai que voilà, ils se battent surtout. On parlait tout à l'heure du côté, c'est important de regarder l'histoire, de regarder comment les choses étaient traitées et tout. On en parle avec le livre, on en parle de manière générale. Et on s'aperçoit qu'au Brésil, donc là, vous entendez, ils s'écharpent sur des titres nationaux, mais ça suffit pas, hein. Ils s'écharpent aussi à l'international. Ils veulent des trophées internationaux qu'ils ont disputés, hein, Marcelin. Hein. Ils vont sur tous les domaines. Hein. Oui, là, c'est le grand combat de Palmeiras quand on pense à la compétition internationale. Puisqu'ils ont gagné la Copa Rio 1951. Et il va que ce soit reconnu comme un mondial des clubs. Alors, pour eux, les supporters, c'est le cas, parce qu'en 2014, il y a eu le comité exécutif de la FIFA qui a fait de la Copa Rio, là, ouvrez les guillemets, première coupe mondiale de clubs. Donc, ça serait un mondial. Mais par contre, en 2017, la FIFA avait accepté la proposition de la CONMEBOL qui reconnaissait la Coupe intercontinentale, donc qui est l'affrontement entre le vainqueur de la Copa Libertadores et la Coupe des clubs champions, comme un mondial des clubs, ce qui me semble assez logique. Et en même temps, la FIFA a dit qu'ils n'attribuaient pas le même caractère à la Copa Rio 1951. Infantino a même déclaré en 2019 pour les miracles, demander à quelqu'un d'autre à propos de l'officialisation de ce titre. Infantino, en français, leur a dit « démerdez-vous ». Mais il y a toujours cette question du vocabulaire, de comment on considère les choses, puisque Palmeiras a joué depuis le vrai mondial des clubs, on va dire. Et FIFA a qualifié Palmeiras de premier champion intercontinental mondial de clubs. Donc ils étaient qualifiés, mais c'était pas un mondial des clubs. Donc même la FIFA ne sait pas trop comment se positionner.
En fait, le souci, il est là. Le souci, alors on en rigole, hein, on voit que tout le monde s'amuse à venir réclamer des titres parce qu'il a gagné un tournoi, machin. Alors on caricature un peu, hein, sur le côté, il a gagné un petit tournoi, il se dit tiens, ça va me faire un titre en plus, mais ça aussi profite du fait que les instances, il y a la CBF d'un côté, là on parle de la FIFA, les instances aussi entretiennent ce flou concrètement, en fait. Et c'est pour cela que tout cela est possible, que ces débats existent encore. On parle de l'Atlético Mineiro, c'est il y a presque un siècle maintenant. Donc les débats existent encore maintenant. Et d'ailleurs, ces débats-là, ils sont récents, en fait, finalement. Oui, bah, comme on l'a vu, la Ouais, décision de la FIFA, c'était 2017. Après, je pense du coup, ils ont un petit peu fermé le dossier de leur côté. Il y aura juste la Coupe intercontinentale qui est ouais. mondiale des clubs. Et c'est vrai que si tu dis Copa Rio 1951, c'est aussi un mondial, bah, derrière, c'est déjà le cas. Tu Mmh. as Fluminense qui a remporté la compétition l'année suivante, qui a déjà plus du tout le même poids, mais ils l'ont remporté, donc ça serait aussi un mondial. Et puis tu as Botafogo sur le site officiel où ils se considèrent comme triple champion mondial, puisqu'ils ont remporté 3 Bah titres oui. de la Pequena Taça do Mundo à Caracas, qui est un tournoi prestigieux, mais c'est pas un mondial des clubs. Et c'est Qui vrai que était si un tu... embryon d'idée, enfin, qui était l'idée, qui était la graine qui a planté l'idée des compétitions mondiales, clairement. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, hein, Fluminense, Palmeiras 51, Fluminense 52, vous les croiserez, hein, dans le livre Maracanazo, parce que vous verrez que c'est une des conséquences de ce Maracanazo, cette Copa Rio. Et bah, du coup, ouais, justement, sur la FIFA, la Conmebol a un peu réagi pareil avec un autre tournoi précurseur qui était c'est Copa dos Campeões, je crois, de 1948, qui a été remporté par Vasco, où là aussi, il y avait différents champions nationaux. Donc, c'est aussi un embryon, mais donc la Conmebol a reconnu le caractère précurseur de cette compétition sans que ça soit une Copa Libertadores. Bah, peut-être aussi pour empêcher justement, parce qu'après tu avais les tournois de début de saison par exemple de Santiago, Buenos Aires ou Lima, qui étaient des tournois aussi avec que des grandes équipes. Donc pareil, tu peux dire que ça va être une Copa Libertadores alors que c'est pas le cas. Mais ça ne retire rien au caractère important du titre de Vasco de 1948 ou de la Copa Rio de 1951 de Palmeiras, qui ont été des tournois très importants. Comme tu l'as dit, on en parle Ouais, dans le livre aussi, c'est cette période-là. C'est des tournois importants, mais c'est pas une Copa Libertadores, c'est pas un mondial des clubs. c'est ça. Et je pense que le Brésilien de 1937 de l'Atlético Mineiro, tu mets un astérisque dessus. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle est un peu bizarre. Bah, voilà, vous voyez à quel point c'est aussi important. Et vous voyez que ces débats continuent. Voilà, je vois ton message, Witch Doctor. Merci beaucoup pour ce message. Bonsoir, bonsoir le chat, dit-il. Bonsoir Nico et Marcelin. Un petit passage en coup de vent pour vous remercier de l'excellent travail. Le livre est précommandé. J'ai hâte de le lire. Vai lá Brasil. Merci à toi, merci pour ce message et merci pour la précommande. Voilà, vous voyez que sur ce plan-là, donc voilà, l'Atlético Mineiro maintenant à 3 étoiles. Ils ont bien communiqué dessus, hein, ils ont bien tweeté là-dessus. J'avais la photo du tweet, mais je crois que j'ai oublié de la charger, donc vous la verrez pas. Vous la trouverez sur leur Twitter d'il y a quelques semaines, hein, ça remonte un petit peu maintenant. Mais voilà, et il y a ce flou. Et je sens que Jérôme est déjà en train de préparer son dossier pour les 2 premières étoiles de l'Uruguay. Il a raison, il a raison. Réhabilitons les 2 premières étoiles de Mais l'Uruguay. on l'a déjà fait le dossier. Bien, bien, bien. C'est vrai qu'en plus, on l'a déjà fait. On peut l'envoyer directement à Gianni qui va nous dire démerdez-vous. Concrètement. Bref, voilà. On va passer. Mais, tu sais, On a. alors, mais Oui, juste un truc pour rigolo, parce que tu dis on va demander à Gianni. Le problème des 2 étoiles de l'Uruguay et d'autres compétitions comme là, c'est possiblement le cas pour 1937, c'est que ce n'est pas pour 1924-1928, ce n'est pas la FIFA non, directement qui a organisé. c'est vrai. Pour 1937, ce n'est pas forcément ce n'est pas du tout même la CBF qui a organisé. C'est vrai que si on leur demande aujourd'hui, ils disent: «Bah, c'est pas nous, c'est pas un titre, brésilien de la CBF, comme on le fait aujourd'hui». Ils n'ont pas complètement tort, mais ils n'ont pas raison non plus. Mais il pourrait s'en sortir en disant c'était une autre fédé, ça n'entre pas dans notre palmarès à nous, point. Et ils le font pour toute compétition antérieure à eux. Oui, mais est-ce que ça diminue l'impact des Non? victoires passées? Est-ce que Bah oui, non, mais c'est. bon, Oui, ouais, oui. tout un débat. On va Non, non, mais c'est tout un débat, c'est tout un débat et c'est toute une. Vous le voyez, c'est tout un côté flou, entretenu et je sais pas si on peut dire entretenu, mais parce que c'est flou concrètement, on est sur une sorte de zone grise qui fait que ben voilà, tout le monde peut tenter ce sa chance, ce certains n'est pas gagnent. flou, c'est différent.
C'est différent. Voilà, merci. On va dire ça. C'est différent. Voilà. On va clore cette page Brésil. On va partir en Uruguay. On était au Brésil. On va aller en Uruguay. En même temps, c'est un peu le thème de la sujet. Sinon, il y a le titre de champion de France amateur de l'OM en 29. Ah, mais c'est amateur. Amateur. Ah, on parle pas de foot amateur. Hein, on parle de foot pro. Hein. Attention. Qui apparemment ne compte pas. Oui, mais l'OM en 1929, ce n'étaient pas des amateurs. Ils étaient tous professionnels. Ils Oui, n'étaient pas mais sous le premier statut championnat d'amateur. français professionnel, c'est 31. Oui, mais c'est d'une stupidité sans nom de Je dire sais. ça. Ah, mais Je après, suis désolé, mais parce que quand tous les, qu'est-ce qu'on appelle amateur, qu'est-ce qu'on appelle professionnel? Tous les joueurs en France sont payés depuis les années ça, 10. on est d'accord. Mais là, le premier championnat de France professionnel, et c'est la même histoire. Quand Marcelin dit le football professionnel arrive en 33, il en parle aussi beaucoup dans Primera Bola. On s'aperçoit qu'il y a un moment que c'est professionnel. Hein. Donc, Voilà, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre avec l'Uruguay aussi, où ça fait un petit voilà, moment que tout le monde est pro. Mais c'est dans ça. les statuts, le palmarès professionnel en France démarre en 31 ou 32. Point. Avant, c'est amateur. Donc Et, là, et, et c'est con. Et je vais même te pousser plus loin la logique. Avant, quand le championnat français devient vraiment un championnat de France, parce qu'avant c'est des ligues et une Coupe de France. Mais les vainqueurs de Coupe de France, qui était le titre de jusqu'à 1926-1927, qui était le titre qui faisait vibrer tout le monde, où on était champion de France quand on avait gagné la Coupe de France. Il faut l'avoir en tête. Je dis pas que je ouais, dis je vois pas ce qu'il que faut tu le veux dire. rentrer dans le palmarès. Je dis pas qu'il faut. Mais c'était la compétition de l'époque. Il n'y en avait pas d'autre au niveau national. Le vainqueur de la Coupe de France était champion de France. C'était indiqué C'est comme ça vrai, dans la c'est presse de vrai, l'époque. c'est vrai. Donc, voilà, il faut l'avoir en tête. Et l'OM bat 7 en 1924 lors d'une finale mémorable, où les gens reprochent que dans cette finale, ce soit deux villes de la même ligue, c'est-à-dire de la Ligue Méditerranée. Ouais, non, mais ça s'entend. Mais après, sur la Coupe de France, tu peux t'en sortir. Je vois le message de Gaël qui dit la Coupe de France, c'est amateur, faut pas les compter. Bah, la Coupe de France peut encore aujourd'hui être gagnée par un amateur. Donc, bon, ça arrivera jamais. Mais dans l'absolu, dans les faits, tu peux. Donc, mais de là, est-ce qu'on doit reconnaître les premières Coupes de France comme des championnats de France? Marcelin vous a parlé de la Taça Brasil, hein? Et Est-ce voilà, qu'on c'est le vrai débat. C'est le vrai débat. doit prendre certaines équipes de nationales aujourd'hui en France comme des équipes amateurs? Ouh là Non. là, alors là, si tu me lances dessus, mec. Ah bah, voilà, non mais faut qu'on sache qu'à un moment donné, il faut voilà, On est d'accord, on est d'accord. c'est Il y a cette zone grise qui est difficile. Il n'y a pas de réponse, en fait, claire. Et c'est aussi pour cela qu'il y a ces débats-là, concrètement, qui existent et qui continuent d'être entretenus. Et bon courage aux instances. Mais en fait, il faudrait aussi que les instances prennent leurs décisions, hein, concrètement, plutôt que, tu vois, que nous la fasse à la Gianni, démerdez-vous. Non, ils prennent une décision. Elle sera contestée quoi qu'il arrive. Donc voilà, prenez la décision. Et cherchez pas des pirouettes ou voilà. Mais bon, bref, c'est comme ça.